à toutes et à tous et bienvenue dans Cookie, le podcast qui se déguste sans fin. Aujourd'hui, pour cette 4e émission, 3 invités. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Justine. Bonjour Justine. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Eh ben ça va bien et toi ? Mais je vais très bien, je te remercie. Martin. Bonjour. Comment vas-tu mon vieil ami ? Ouais, bien, je vais fort bien, Alex. Je me porte comme un charme. Je suis ravi de l'entendre. Et enfin, Naïm, l'excellent Naïm. Bonjour Naïm, tu vas bien également ? Oui, bonjour, comment allez-vous ? Je suis l'excellent Naïm. Et vous, comment allez-vous ? Pareil. Le majestueux. Toujours aussi flatteur avec moi. Et je te remercie beaucoup. Vous allez bien du coup ? Plutôt lèche-cul, non ? Oui, peut-être un peu. Bon, vous avez un petit mot à faire passer ? Vous voulez parler de quelque chose en particulier avant de commencer cette émission ? Oui, je voulais passer une dédicace à mon chat. Qui m'écoute patiemment et qui laisse des commentaires, mais bon, malheureusement, il n'a jamais su renvoyer, du coup. C'est avec ses petites tatounes, hein. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Ragnar El Martinos. Ah. Oui. Mais il l'appelle elle, de temps en temps. Je l'appelle juste elle. Donc, on passe le bonjour à Martin le Ractinos. Alors, j'ai un peu complexifié les questions. Il y a 2 semaines, vous aviez tout simplement annihilé mes questions. C'était allé très très vite. Vous avez d'ailleurs pu le remarquer dans la dernière émission. J'ai fait d'ailleurs une boulette. À propos des Lego, pour me racheter, j'ai fait une nouvelle question sur les Lego. C'est pour ça que je vous propose cette fois-ci de trouver quel est le plus grand set Lego commercialisé à ce jour. Wow, le plus grand set. La ville. Comment ça tu parles de la ville de Sète où est enterré Brassens ? Mais non, mais juste les Lego qui représentent la ville, les activités de la ville. Alors non, parce qu'effectivement tu peux tricher, c'est-à-dire tu peux assembler des milliards de Lego et faire les plus grands Lego possibles. Mais je veux dire un set commercialisé, c'est-à-dire une boîte et un élément. J'allais dire, est-ce que c'est lié à la licence Star Wars ? Alors c'est pas lié à la licence Star Wars, même si le 2e set le plus grand est resté 4 ans et le plus grand set. Mais là je parle bien du premier qu'elle a détrôné fin 2020. Est-ce que c'est celui sur SOS Phantom ? Non. Ah ben non, c'est tout petit à 60 tomes. Sur Avengers ? Non plus. Alors c'est pas sur une licence. La Tour Eiffel en Lego ? C'est un monument, tu as tout à fait raison. La Statue de la Liberté ? Non. Hagia Sophia ? Quoi ? Je sais pas, c'est un monument. Non, Martin, là, t'es en train de faire une émission parallèle. Ah, pardon. Est-ce que c'est un monument européen ? Attends, Martin, tu voulais parler de quoi ? Ah non, j'étais sur l'émission Muffins, désolé. Ah, mais non, ça, c'est un autre podcast. Non, ici, c'est Cookie. Ah oui, pardon. Est-ce que c'est la mairie de Sissac-Médoc ? Non, ce n'est pas la mairie de Sissac. C'est un monument mondialement connu. Est-ce que c'est un monument européen ? C'est européen. C'est un monument français ? Non. Est-ce que c'est en Angleterre ? Non. Italien ? Oui. La Tour de Pise ? Non. Le Colisée ? Eh oui, excellente réponse de Justine. Il s'agit du Colisée de Rome. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce set est sorti en novembre 2020. Il mesure 27 cm de haut, 52 cm de large et 59 cm de profondeur. Bon alors, le second, j'étais pas loin tout à l'heure, c'est le Faucon Millennium, sorti en 2017 avec 7541 pièces. Et il est longtemps resté à la tête de ce classement. Lui, il mesure 21 cm de haut, 56 cm de large et 84 cm de profondeur. Et le troisième, c'est l'école Poudlard, sorti en 2018 et qui comprend 6020 pièces. 58 cm de haut, 69 cm de large et 43 cm de profondeur. Ce sont les 3 plus grands sets Lego. Je voudrais dire quand même un truc, c'est que j'ai vérifié ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure. Hagia Sophia, c'est l'autre nom de la Sainte Sophie qui est à Istanbul. Voilà. Ah. Je ne dis pas que des bêtises. Ah ben, tu as raison, c'est une émission avant tout basée sur la précision et tu as tout à fait raison Martin. Bon et alors, quoi jouez-vous ? Vous étiez plus du coup Playmobil plutôt Lego ou pas ? Plus Lego. Ah ouais. Et toi Justine ? Moi aussi, les Lego. Le premier que j'avais eu 7, c'était le Poudlard Express même. Attends, mais c'était quand ça ? Et bah c'était en 2001 à la sortie du film. Ah oui, les Lego, ils sont sortis pas longtemps après le film. Ils sortent en même temps que le film, à mon avis. Moi, je m'en souviens pas du tout. C'était plus classique dans les années 90. Enfin, il y avait des Lego Indiana Jones. Dans les années 90 ? Ah, mais moi, j'avais que les boîtes de base. Moi, j'avais un plateau, une table complète avec tout plein de bâtiments représentant la ville et une autre avec l'espace et un petit train électrique, Lego, des robots. J'adorais ça. Oh, c'est cool. Un jour, ma mère a tout déménagé et elle a pas fait gaffe. Oh merde. C'est une période sombre de ma vie. Tu vas en parler, Martin, en entrant, tu sais. Non. Je comprends, Martin. Moi, je remercie d'ailleurs tout particulièrement ma sœur Juliette qui a osé, sous un excès de colère, détruire mon Poudlard Express. Bah, tu le reconstruis, c'est pas grave. J'avais 9 ans. Elle a J'avais mis détruit 3 comment ? jours à le faire.
Bah, elle a peut-être essayé de le faire passer dans un mur en pensant qu'il traverserait le mur, mais non. Non, c'était juste pour me faire chier, elle l'a fait tomber. Oh. Je vois que ça fait remonter Depuis, beaucoup de traumatisme, Voldemort, la question sur les Lego. Hein. Cette fois-ci, je vais vous demander de trouver qu'est-ce qui mesure 34 cm, pèse 3 kg et est constitué de Britannium. Moi, j'ai bien eu une idée, mais bon, c'est pas très. Non, Non, c'est tout public. Non. C'est vraiment composé de Britannium parce que ça serait compliqué pour toi, Naïm. Hein. C'est de Bitonium. Ah, c'est quoi, oh Britannium Oh C'est putain, quoi, Naïm. Britannium Le Britannium, je vais vous dire, c'est un alliage d'étain, d'antimoine Ouais. et de cuivre. D'antimoine. C'est pas religieux déjà. Oh, non. Bon, alors, qu'est-ce qui mesure 34 cm, pèse 3 kg et est constitué de Britannium? Est-ce que ça a une forme cubique? Non, on peut pas dire que ce soit cubique. C'est circulaire? Non, ça a une forme particulière, mais je peux pas vous en dire plus pour ne pas trop vous divulgacher le reste. C'est un objet qu'on utilise dans la vie courante? Ah oula, pour certains qui ont cette chance, oui. Est-ce que c'est une récompense, genre la Coupe du Monde ou un truc comme ça? Bah, bien vu, tu avances à grands pas, c'est une récompense. Oh, et c'est un prix au cinéma. C'est un prix au cinéma. Le Les César. Césars, Non. les BAFTA. Non. Les Oscars. Oui, bien joué Martin. Il s'agit bien de la statuette des Oscars. Elle représente un chevalier sur un socle, debout sur une bobine de film, tenant une épée dans ses mains gantées. Comme je vous ai dit, ce trophée est constitué de Britannium, le tout plaqué d'or d'une couche de 24 carats. 10 heures de travail sont nécessaires pour arriver à une statuette parfaite. Sa valeur est estimée à $850, soit à peu près 618 €. Et depuis sa création en 1929, c'est plus de 3140 trophées qui ont été distribués, ce qui est quand même pas mal. Et j'ai vu également que maintenant, depuis je crois des années 50, tu ne peux pas vendre des Oscars, ou même par exemple des héritiers de personnes qui ont eu un Oscar ne peuvent pas les vendre directement sur les enchères ou autres pour éviter que ce soit un peu la folie. Il faut obligatoirement qu'ils demandent à la société qui gère les Oscars s'ils veulent les racheter pour $1 symbolique, mais tu peux pas trouver des Oscars sur eBay parce que ton grand-père l'a gagné ou autre. Je trouve ça plutôt intéressant, ouais. Donc bien joué, c'est bien la statuette des Oscars dont il s'agit. Moi, j'en ai que 4, mais bon, ça va. Bon, c'est déjà très bien, Naïm, c'est déjà très bien. Tu dois ça pour quelle école? Ah, moi, je m'en sers pour caler mes 2 autres Oscars. J'en mets un sur l'un. Ah, tu fais des Lego d'Oscars? Ouais, exactement. Mais après, voilà, je vois pas trop à quoi ça sert. Mon but, c'est d'en avoir assez pour faire des échecs avec. Ça, Il y aurait il que est la fat même ton jeu pièce, mais d'échecs. bon. C'est ça, il y aurait que des pions ou des rois, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais peut-on avoir un Oscar en cas d'échec? Ça, c'est une question pertinente. Oh, mais je vois, Martin, que tu es Oh. drôlement inspiré aujourd'hui, Martin. Ouais, c'est bien. Troisième question, bien plus ardue que les deux précédentes, et je vais vous demander quel est le plus grand organisme vivant sur Terre? C'est un champignon. Oh merde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Justine? Vous le saurez dorénavant, j'ai fait une licence de biologie il y a fort longtemps. Par contre, je n'ai plus les noms exacts en tête des parties du champignon. Il y a mes potes qui sont en train de hurler intérieurement en entendant ça. Mais il y a des parties du champignon en fait qui peuvent faire des kilomètres et des kilomètres de long, ce qui fait que les champignons sont les organismes vivants les plus grands sur Terre. T'as tes potes qui hurlent à l'intérieur de toi? Ouais. Ça me fait un peu plus que le champignon, mais. Enfin, qui hurlaient intérieurement à l'idée d'entendre ceci. Ah, ok. C'est vrai que j'avais entendu parler de ce truc-là, du champignon. Ben, je vous en dire davantage sur ce superbe et immense champignon. Il s'agit d'un gigantesque champignon appelé l'Armillaria solidipe ou Armillaire à squame foncé. Il se situe dans l'Oregon, aux États-Unis, et occupe une surface de près de 8,9 km², soit l'équivalent de 1225 terrains de foot. Ce qui est quand même pas mal, gros champignon quoi. On estime l'âge de l'organisme à environ 2400 ans, mais il se pourrait qu'il s'approche en réalité des 8650 ans. Ce qui serait le deuxième organisme le plus vieux sur Terre après Martin. On parle bien sûr du chat de Naïm, évidemment. Évidemment. Ce superbe champignon devrait peser pratiquement 600 tonnes. Et le problème dans tout ça, c'est que ce champignon est aussi surnommé le cauchemar des jardiniers, car il est un parasite qui peut coloniser et tuer des arbres et plantes pour trouver de quoi se nourrir, formant ainsi un réseau de filaments, c'est ce que disait Justine tout à l'heure. Ça s'appelle le mycélium, autant pour moi. Je viens de retrouver le nom. Et alors, attends, je finis ma petite explication. C'est d'ailleurs à la suite de la mort de 112 arbres dans la forêt nationale de l'Oregon en 98 que les scientifiques ont découvert ce méga champignon. Ben, 1225 terrains de foot, ça équivaut à un terrain de foot dans Olivet Town. Oui, C'est énorme. j'ai pensé, je sais pas si vous avez joué à la licence Halo sur PC, Xbox, parce que finalement t'as aussi les Flood qui sont une espèce extraterrestre qui s'apparente à des champignons qui colonisent les différentes planètes. Il y a plusieurs licences qui font ça. Tu as même Warhammer 40 000 avec les... Il y a des champignons dans Warhammer, Non, mais c'est les... des champignons de Paris.
Est-ce que je vais arriver à la finir maintenant? Espèce extraterrestre qui ressemble aux aliens du film Alien, c'est les... Oh, bon, tant pis, je trouve même pas le nom. Les ruches, sont comme des vaisseaux vivants, peuvent faire des tiges qui relient jusqu'aux planètes pour absorber les planètes aussi. Dans les dernières extensions de Pokémon, tu as aussi des champignons luminions, je crois. C'est ça? Oui, dans chaque génération, pas- t'as toujours un champignon quelque part. Hein. Des C'est fois vrai. entre les doigts de pied. Aussi, mais oui. ça s'appelle la mycose. Moi, le mien, je l'ai appelé Fungus. Bon, sur ces belles paroles, passons directement à la 4e question. Et cette fois-ci, je vais vous demander pourquoi dit-on que la qualité des Stradivarius ne pourra plus jamais être retrouvée? C'est hypothétique, je tiens à le préciser. Vous connaissez toutes et tous les fameux violons, les Stradivarius. Oui. Je crois même que tu en as 3 ou 4, Naïm. Oui, ils sont sous À mes... côté de ces Oscars. Oui, Naïm a beaucoup de choses, hein, finalement, c'est vrai que... Ils n'ont pas perdu le secret de la fabrication. Mais il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui est l'hypothèse. On lit tout et son contraire à propos des violons Stradivarius. Il y a beaucoup de légendes autour de ces instruments. Mais là, ça peut être une hypothèse que j'ai trouvée intéressante et que je souhaitais vous partager. C'est la qualité du bois qui est utilisé, peut-être d'un arbre qui n'existe plus. Tu te rapproches. J'aimerais t'octroyer la bonne réponse, mais je ne peux point, mon ami Martin. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'on ne pourra pas protégés. reproduire ça. Ils sont protégés parce qu'ils sont en nombre limité maintenant. Non, Ils sont toxiques. non plus. L'espèce est éteinte? Non, l'espèce n'est pas éteinte, c'est par rapport à ce qui s'est passé durant la période d'Antonio Stradivari. Est-ce que tu peux nous donner sa date de naissance, date de mort? Je n'ai pas trouvé sa date de naissance, mais il est décédé à la fin du XVIIIe siècle. Ah, je l'ai bien connu, le petit. C'est lui qui l'a créé. C'est ça, le Stradivarius? Oui, les instruments portent son nom, mais il s'est passé quelque chose durant cette période. Et au film, le violon rouge, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Le violon, il a été peint avec du sang et tout ça. Je sais pas, il y a un délire. J'ai pas vu ça dans la conception. Il a mis ses cheveux pour faire des cordes ou je sais pas. Non. Il y a des- Est-ce que les arbres ont été mangés par un champignon géant qui vient de l'Oregon? Non. Est-ce que c'est par rapport à la météo à l'époque? Il y a effectivement un rapport avec la météo, ouais, mais il faut être plus précis. La pollution, Non. peut-être. Le Mais c'est plutôt réchauffement froid par climatique. rapport à maintenant? Ouais, et donc ce froid. Ça rétracte le bois? Et oui, je vous expliquais tout ça. Les violons Stradivarius sont la création du luthier milanais Antonio Stradivari jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et sont aujourd'hui les plus chers au monde. Leur sonorité unique n'a jamais été reproduite car ces violons étaient conçus à partir de bois d'arbres ayant été présents lors du petit âge glaciaire qui toucha l'Europe à l'époque du luthier. Cette vague de froid causa un ralentissement de la croissance des arbres utilisés, provoquant alors une densité anormalement élevée des fibres du bois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ceci reste purement hypothétique car outre le talent incroyable du luthier, on évoque également un pesticide autrefois utilisé ayant modifié la structure moléculaire du bois ou encore le génie mathématique de l'artisan ayant eu recours à la géométrie issue du nombre d'or pour la conception des dessins puis des moules. On recense à ce jour 696 violons et la dernière vente en 2011 a établi un nouveau record à 11 millions d'euros. Ça fait cher la fibre de bois aux pesticides, hein? Je pense que t'as pas l'oreille absolue alors que nous, on peut Ouais, faire ça, des... c'est un peu poussé dans un violon. Oh là là. Oh Non, je n'ai pas vu de secret de fabrication à partir d'urine. Bref, il y a 50 000 raisons, mais toujours est-il que ça reste des violons d'exception. Mais tu as plein de violons d'exception de luthier. Hein. C'est pas le seul, évidemment. Évidemment, comme dirait le GDG. Je vous conseille le Naim Varius. Il est Ouais. plutôt pas mal aussi. Ah, tu crées des violons aussi, Naïm, décidément, mais quel Oui, il y a couille. pas d'Oscar, il paraît. Avec mes ordres Il fait fondre ses Oscars, tu sais, pour faire une forme de violon. Quel est le secret de ta fabrication? En fait, je récupère les poils de mon chat. Ouais. Après, je les solidifie avec de l'azote liquide. Ouais. Et j'arrive à en faire des Et tu violons de utilises cristal. du Britannium aussi ou... Un petit peu, ouais, juste en poudre. Tu sais, je taille un petit peu les Oscars et après, je les éparpille dessus pour faire des petites paillettes. Et ça donne un son assez similaire au vinyle, au final. Nous sommes tous curieux et circonspects à l'idée d'écouter ça, Naïm. Ah, ça doit être Ça très fait rêver. étrange comme bruit. Ça fait rêver. Allez. Je ne sais pas si c'est la venue de Martin depuis 2 émissions, mais c'est vrai que les réponses fusent à toute vitesse. Martin, Ouais. il a assisté à tous les trucs. Je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait que je trouve des questions. Le film The Man from the Earth, en fait, ça vient de lui. C'est lui l'histoire, c'est ça? C'est vrai, ça peut l'almanach. Alors, il peut s'appeler Martin from the Earth, mais bon, j'ai fait. Eh oui. c'est- Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de passer à la dernière question. Et cette fois-ci, je vais vous demander qu'est-ce que la règle du 1%? Ça me dit quelque chose, ça. C'est pas évident, je préfère vous le dire de suite. C'est une loi universelle? Qu'est-ce que tu entends par universel? Je sais Oui. pas, par exemple le nombre d'or, quelque chose comme ça. C'est une loi générale, on va dire ça. Dans le commerce?
Ça englobe du commerce. Est-ce que c'est les richesses qui appartiennent la majorité à 1% de... Non, aucun rapport avec les richesses. Mais on peut le constater tous les jours et vous me direz si vous aussi vous êtes concerné par cette règle du 1%. C'est le pourcentage de chaussettes qu'on perd chaque année, c'est ça? 1%, t'es généreuse, hein. Moi j'en perds à peu près 96-97% à mes dernières statistiques. C'est pas faux. On les retrouve à l'odeur, il paraît. Et c'est vrai. Non, alors ça concerne un domaine particulier et un domaine dont on se sert toutes et tous. Respirer. Non, Aller aux toilettes, non plus, Manger? non plus, se doucher. non. Boire. Réfléchir. Martin, tu réfléchis à 1% de tes capacités par jour? En fait, il est dans le site. Martin utilise 1% de sa réflexion. Ah, Bientôt 3%. comme dans Rad, là. On est à 4%, je crois. Rechargez-le. Et rien à voir avec tout ça. On marche. Non, c'est quelque chose que l'on fait toutes et tous plusieurs fois par jour pour se détendre, pour s'informer. Ah, la dichotomie du bien et du mal. Quoi? Hein? Allez, je vous aider, c'est technologique. Ah, on retient que 1% des informations qu'on lit. C'est pas bête, c'est pas ça, mais c'est fort probable d'ailleurs. À force d'être submergé d'informations, c'est possible qu'on en retienne qu'une toute petite partie. Mais ce n'est pas ça. On se rapproche. Les recherches Google, ouais. Non, c'est valable sur tous les sites. Les conditions légales là qu'on valide ou autre quand on va sur un site. Non, on peut plutôt trouver ça sur des forums. On va lire en général que la première réponse et on va pas s'intéresser au reste. Ça fait partie de la loi, ça. Mais qu'est-ce que représente 1%? 1%, c'est le nombre de personnes qui commentent ou qui écrivent. On va laisser Naïm prendre, mais effectivement, tu t'approches. Ou des personnes actives qui écrivent et qui donnent leurs avis. C'est une 1% excellente personnes. réponse. Bravo à toi. La règle du 1%, aussi appelée hypothèse du 1%, ou encore 99.1, signifie le fait que la participation active des membres d'une communauté en ligne est extrêmement faible. On considère que seulement 1% des lecteurs d'une communauté en ligne vont y participer activement, 9% y participeront de manière épisodique et 90% n'y participeront tout simplement jamais. Qu'en est-il de votre côté, alors? Est-ce que vous avez un site où vous participez activement? Je sais que Martin est très actif sur certains sites. Sur Discord. Ah oui, bah voilà, sur Discord par exemple. De faire partie du 1% justement. On m'a demandé plutôt d'arrêter de participer. Ah, sur quel Discord tu parles, Martin? Sur tous en général. Je comprends. On m'a dit arrête avec tes jeux de mots, c'est beaucoup trop drôle, je crois. Ça nous fait trop bidonner, quelque chose comme ça, je crois. Et ils ont pas dit plutôt que c'était totalement bidon? Ah oui, voilà. Et moi, j'ai réfléchi en rédigeant la question. Il n'y a pas de site sur lequel je suis vraiment actif. Je me connecte, je discute avec d'autres personnes. Quand tu étais jeuneau, t'avais guitariste? Oui, tout à fait. Quand j'étais ado, c'était guitariste.com, Guitarpart aussi, qui avait un forum. J'étais très très actif dessus. Mais ça, c'était en 2007. Enfin, voilà, ça ne rajeunit pas. Tu étais si jeune. Oui, si jeune, si beau, si fringant. Bon, et Naïl et Justine, alors? Non, je suis plutôt passif. Je vais plutôt regarder qui se lit, ce qui se raconte, mais j'ai du mal à prendre parti dans une conversation. Je préfère lire et voilà. Et toi, du coup, cher Naïm? Moi, ça dépend en fait. Sur YouTube, je peux commenter, mais par exemple, je trouve que ça sert à rien quand il y a déjà quelqu'un qui a dit genre quasiment mot pour mot ce que je voulais mettre. Je me dis, ça sert à rien d'en rajouter, tu vois. Plus de pouces, tu vois, des pouces bleus ou des trucs comme ça plutôt que écrire. Après, sur Discord, je suis assez actif, mais... Ça m'a remarqué, hein. Ok, merci. Non, d'ailleurs, si tu pouvais participer plutôt à hauteur de 90% et Martin 1%, je pense que ça équilibrerait les choses. Ok, disparition ninja. Wow. On s'y croirait, hein, putain. Il a vraiment disparu, je Il a crois. vraiment disparu. Martin, on a besoin de toi. Je crois savoir que c'est l'heure de l'approximartin, mon ami. Wow, oui. quelle transition. Magnifique. Ah, on a bien répété cette partie. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai même répété les FX sonores. Enfin, Tu peux refaire, s'il te plaît, le ninja? Disparition ninja. Avec l'explosion à l'envers, vas-y. Ninja. Oh, très très joli. Bon, bref, Martin, je crois que c'est l'heure de l'approximartin. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Et tu peux nous présenter le principe de l'approximartin? Eh bien, ça tombe bien, j'ai prévu de vous réexpliquer en quoi ça consistait. Donc, c'est reparti pour une session d'approximartin. Je vous redonne le but du jeu, c'est je parle soit de films, de jeux vidéo, de séries ou autre, comme si je ne l'avais jamais vu ou partiellement. Ce sera donc plein d'inexactitudes, de délires complets,
bref de l'approximation, comme le dit le titre. Et comme mes chers camarades de chez Cooking n'ont pu se décider sur le genre de thème sur lequel j'allais partir aujourd'hui, ce sera donc du multithème. Ce sera l'heure de l'approxi multiple. Oh mon Dieu! Alors vas-y Martin, nous écoutons pour la première approximation. Et nous allons commencer donc par un approxinéma, donc un film. C'est un classique. Pour moi, bien sûr, c'est de la bonne grosse action comme on aime. En gros, ça se passe aux US. Bon, je sais plus où exactement, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je crois que ça se passe en fin d'année, ou sans doute pendant les fêtes. Même qu'on entend des fois des chants de Noël version rap. Merci les US. Bref, c'est pas le plus important. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui, déjà, aime pas trop l'avion. Mais ça n'a absolument aucune importance pour ce film, c'est juste que j'avais envie de me la péter. En gros, il vient chercher sa femme au bureau, ou son ex-femme, enfin, c'est pas super clair. Elle travaille dans un grand bâtiment. Bon, l'ambiance est pas ouf, il y a des collègues relous, on connaît ça, voilà. Heureusement, le big boss, il a prévu de l'animation. Il fait venir une bande de joyeux drilles pour mettre un peu de la joie dans le cœur des gens. Je crois savoir, mais je te laisse continuer. On voit même à un moment qu'il s'est littéralement creusé la tête pour faire ça. Les animateurs, ils organisent des jeux sympas, monter, descendre dans les ascenseurs, tir au pigeon, enfin dans le cas présent plutôt tir au poulet, feux d'artifice sur plusieurs étages, une ambiance de folie. Même les fédéraux sont de la partie à un moment. Mais c'est dommage, le personnage principal, il aime pas trop l'ambiance. Et comme à un moment, il perd ses chaussures, il est tout pas content et il décide de tout casser dans la soirée afin de se barrer vite fait avec sa femme. Et ça part tellement en vrille qu'à la fin, le chef des animateurs, qui est clairement Severus Rogue, il tombe par la fenêtre. Je dirais yippee pauvre con. Est-ce que ce serait pas Pièce de cristal? C'est tout à fait ça. Le premier Die Hard. Ouais, j'avais aussi, c'était ça. En plus, avec Cyrus Rogue, c'était évident que c'était ça. Ouais. Ah, oui, Alan Rickman. Je te conseille de regarder les vidéos YouTube en mode VHS. C'est excellent. Écoute, je prends note, mon cher Naïm. Alors, film de Noël ou pas, Die Hard? En fait, ça se passe à la période de Noël et le chauffeur qui vient le chercher à l'aéroport pour l'amener au Nakatomi Plaza, là où se passe l'action, il lui met un chant de Noël où, il appelle ça un chant de Noël et qui est clairement du rap, en fait. On entend juste vaguement les carillons de Noël. D'accord, je vois. Je savais pas que tu aimais bien ce film. Je suis fan de la trilogie et même un petit peu les films suivants. Ouais. Mais regarde, il a adopté la même coiffure que... Ah merde, tu l'as grillé, Naïm, je voulais dire. Tu veux venir. Ah mince, bon, rapide. Je dirais même que c'est plutôt moi qui l'ai inspiré, j'avoue. Ah. Il est plus âgé que Bruce Willis, enfin. C'est vrai. Eh bien, Martin, nous t'écoutons pour la deuxième approximation. Eh bien, pour une première, je vais vous faire une approxi-série. Une approx-série, voilà. Cette série, c'est particulier. À mon avis, le personnage principal, c'est la fille. La tête de rêve qui bosse comme elle peut, dans le but de réaliser son rêve d'être connue dans la chanson au cinéma, je sais plus. Mais malgré le côté apparemment comique, vu qu'il y a tout le temps des gens qui se bidonnent dans le dedans de la télé, plutôt, moi je regardais sur Netflix, donc c'est bizarre, mais bon, ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt un thriller, presque un film d'horreur. Elle a de graves problèmes de voisinage. Apparemment des psychopathes, un harceleur sexuel, un tueur silencieux qui ne lui aiderait jamais la parole, un gars hyper chelou qui ressemble plutôt à un robot intelligence artificielle inclus, et le pire de tous, le chef de la bande, un petit gars qui s'est épris d'elle et qui manigance tout pour la voir. Obscursion des moyens d'accès l'empêcher de sortir de son immeuble, harcèlement sur son lieu de travail, tentative de la manipuler par le biais de costumes improbables. Je les soupçonne même d'avoir trafiqué l'ascenseur. Et je ne parle pas des tocs du robot qui semble avoir une fascination pour taper aux portes. Je ne comprends définitivement pas pourquoi les gens rient dans cette série, mais ils ont peut-être tous de connivence. Est-ce que ce serait pas Big Bang Theory? Oui, c'est ça. Oui, ça. Le toc Penny, c'est le robot, oh mon Dieu. Voilà. Ouais, en fait, le but, c'est je prends le truc tel que c'est et j'essaie de faire complètement l'opposé. J'avais vu une fois Ross dans Friends, ils avaient enlevé les boîtes à rire et du coup, tout ce qu'ils disaient, on aurait dit un... J'ai vu ça, ouais, c'est très gênant parce que du coup, t'as les silences après les répliques. Ouais. Eh bien, Martin, nous t'écoutons pour la troisième approximation. Eh bien, c'est parti pour l'approxi Video Games.
que vous connaissez déjà du coup. Mais quelle donc, polyvalence. Les jeux vidéo. Mais oui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah, Alors, imaginez, nous sommes sur une planète. Oui, bon, ok, c'est déjà notre quotidien, mais celle-ci, c'est pas la nôtre. On incarne un des personnages qu'on nous propose, et bim, scénario classique, on est là pour la gloire, l'aventure, la fortune, blablabla. Mais il semblerait qu'il y ait quand même moyen d'y arriver, ça c'est fort. Et c'est effectivement un club qui organise ça. On te dépose en bus scolaire, là où il y a de l'ambiance, et c'est parti. Petite découverte des coutumes locales, on est accueilli avec plaisir par les autochtones, et ça pète de partout, une vraie fête. On te fait découvrir la faune locale. Bon, clairement, ça ressemble pas à celle de chez nous, mais il faut oser un peu l'aventure, que diable. Un vrai plaisir. On participe au spectacle, genre reconstitution des jeux du cirque, ou encore course en bolide au milieu des dunes. Un peu de spéléo aussi, dans des grottes soit habitées, soit illuminées de cristaux. Des mines désaffectées avec quelques figurants pour mettre l'ambiance, avec toujours le tour opérateur qui te parle pour ponctuer l'avancée dans ton périple. Ça irait même jusqu'à la découverte d'un genre de portail transdimensionnel, une apothéose. Dommage que notre personnage passe son temps à tirer sur tout le monde. Wow. Oh là, c'est super dur. No Man's Sky? Non, Est-ce que c'est Doom? non plus. Il y a une voix off dans le jeu, si j'ai bien compris. Pas une voix off, mais juste un personnage qui des fois nous guide quand on a avancé de manière significative dans le scénario. Evanline? Non. C'est du genre Ratchet & Clank ou Jack and Dexter? Non. Je vous donne un petit indice. Allez, vas-y. FPS. C'est Halo, je crois, non? Non. Elite Dangerous? Non plus. J'ajoute qu'il y a un Vu qu'ils vont petit le faire, personnage là. récurrent très désagréable. Enfin, considéré comme désagréable, même si finalement il est un peu comique. Jack and Martin? Super marrant. Déjà, je te donne moins un point, Alex. Ah merde, ah non. Je te donne le nom du personnage. Son nom est en deux parties. La première, c'est Clap. La deuxième, Borderlands. Welcome to Borderlands. Martin, je crois que t'as fait les 3, si ma mémoire est bonne, non? Ah non, pas du tout. Non, Les deux j'ai fini le 1. Ouais. Et le 2, je l'avais commencé, mais je suis pas allé au bout. J'ai eu envie de jouer autre chose après. Ah bah d'accord. C'est là où il y a 0 dans le 2, c'est ça, le Super Ninja? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, très classe, ouais. Très classe ce personnage. En fait, moi, j'ai joué à Tales from Borderlands, le Telltale. Ah, de Telltale, ouais, c'est bien ça? Ouais, en vrai, il est excellent. Il y a aussi le Ninja Zero. Ouais. Disparition. Oh là là, mon dieu. Ça parle pas des origines justement du Bojack? Ouais, il y a le Bojack, mais pas les origines, c'est la suite. Non, mais en tout cas, je vous le conseille, hein, le Telltale, c'est un des meilleurs Telltale qui a été fait. Moi, j'aime bien Telltale et Milou. Oh là là. Oh là. Bon, ça va être là. Ouais. Allez, Voilà. Donc le prochain, c'est Approximation. Alors non, ça ne parlera pas de maçonnerie, mais ça parlera de son, donc de musique et de chanteur. Voilà. Alors pour celle-ci, je commence par, pour simplifier les choses, une chanson made in France, et rien de mieux pour garder la joie et la bonne humeur de ce podcast que de commencer avec un décès. Je vais expliquer ce qui se passe dans les paroles, à vous de trouver l'artiste ou le titre, voire les deux, ce serait top. c'est un DC Comics, c'est ça? Non. Donc, il y a un mort. Et étrangement, il parle. Pas de ce qu'il fait là, pas de l'ambiance entre quatre planches, clairement il sort pas en boîte. Non, il nous parle d'après. On pourrait croire que ça va être sympa, genre il retrouve ses ancêtres au paradis, il vole parmi les nuages et tout, mais non. Encore un qui a abusé des jeux vidéo. Le mec, il est parti pour nous faire un remake de Doom. Bam, direction les cornus ou le barbecue, c'est permanent. Et il va pas sans rien. Il semble avoir envie d'en découdre et pas avec n'importe qui, avec le boss des lieux qui semble pas super cool vu qu'on entend grogner sans arrêt. Limite, c'est le diable en personne. Si ça se trouve, c'est ça d'ailleurs vu que le chanteur ressort la longue liste de sobriquets dont on a fugue. Bon, au final, plutôt stylé, ça va crescendo et incroyable, il le défonce, cornes et âmes. Enfin, pas sûr vu qu'il lui semble qu'à la fin, que l'exilé en question élit domicile sur Terre. J'aime beaucoup cette chanson et cet artiste, mais bon Dieu, pourquoi il pleure tout le temps? J'ai tendance à penser à Tenacious D, Tribute. Non, c'est chanson française. Ah, pardon. Ah bien, bravo, t'écoutes à peine. Ah, Oh bah c'est approximatif. Ah, hein. c'est la audition. Ah non, mais je suis très mauvais pour les chansons françaises. Ah, c'est très dur. Non, ça. mais celle-ci, c'est assez connu. L'artiste est connu et
Et c'est pas genre on ira tous au paradis. Alors non, pas du tout. Attends, mais il y a des cornes et tout. Franchement, ça me dit rien du tout. Non, La salsa du démon. Non, ça parle vraiment des enfers et de la lutte contre le diable et tout. Dans une musique française de variété? Moi, je trouvais que c'était plutôt rap en fait, en français. Ah, pas du MC Solar? Si, tout à fait. Ah, le bien, le mal. Non, c'est pas ça. Non, Non, c'était Solar Pleur, non? c'est Solar Pleur. Ouais. Oui. Ah, elle écoutait beaucoup, c'était les années 2000, ça, il me semble. 2000-2005, peut-être, quelque chose. Ou fin 90, non? Ouais, fin 90. Ouais, que je sois là, ouais. Il me semble, moi. Pour le dernier, c'est l'approximant graphique. En gros, c'est tout ce qui va être personnage de roman graphique, en fait. Oh, bordel, Bande dessinée, comics et manga, parce que... Ah, raison, Naïm, on va bientôt arriver à l'approxy fruit avec... Ouais, je l'avais dit. Après, l'approxy voiture. Alors, ça ressemble et tout. On peut dire que c'est 206, mais pas tout à fait aussi. C'est vrai que... D'ailleurs, vroom, pas vroom. pour parler des trous dans les vêtements, j'ai prévu de la proximité. Oh. Allez, vas-y, Martin. Donc, je préfère le dire de suite. Malgré son sale caractère, j'aime bien ce personnage. Même si c'est un personnage comics, le mec a une particularité, il aime rien. Il aime pas les gens dits normaux, il aime pas les tigres, il aime pas les rasoirs électriques, il aime pas les coupons, il aime pas le heavy metal et ceux qui le maîtrisent. Par contre, au vu de sa coiffure, il doit bien aimer Mathieu Chédid. Il est pas bien grand et semble tout le temps vénère, surtout qu'il a du vécu. Et je pense que ça doit lui prendre la tête qu'on lui dise qu'il fasse pas son âge. En plus, il a perdu des personnes qu'il aimait, car oui, il y a des personnes qu'il aimait malgré tout. Et il n'arrive jamais à se prendre une queue pour autant, un problème génétique, il me semble. Pour tromper son ennui, il a rejoint un groupe de gens un peu spéciaux, pour pas dire chelous, qui apparemment se sont reconvertis dans l'industrie du X. En tout cas, c'est quand même un perso pas mal aimé, vu qu'il a aussi des passages dans des cartoons ou au cinéma, même un film où il est en double, un vieux et un encore plus vénère. Mais il y a des films qui n'ont pas été super non plus. Franchement, si les DVD de ce film étaient des vêtements, ils seraient clairement dans un stock de dégriffés. Moi, je crois que je l'ai, mais... Naïm, tu l'as aussi? Oui, moi je l'ai. Justine? Pas sûr, mais je laisse le soin à Naïm de proposer. Je vais dire son nom français, ça me fait plaisir. Serval. Wolverine. C'est vrai que j'ai oublié son nom français. Et oui, dégriffé, il n'y a que Martin pour faire ce genre de conclusion. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que ces films étaient pas tous fous. Il y a que le premier qui est nul en fait. Hein. Origine, le premier. Le combat C'est d'immortel et après... C'est sympa, mais bon. Logan, par contre, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Vous l'avez tous vu ici, le Logan? Ouais, il est magnifique. Ouais. Bah oui, avec toi. Oui, non, mais il y a aussi Naïm et Martin dans l'émission. Ah oui, avec toi aussi. Ah, bah, j'en sais pas, merde. Mais oui, c'est vrai qu'on l'avait vu tous ensemble. Voilà qui met fin à l'approxy Martin. Merci pour ces 5 catégories, toutes plus particulières les unes que les autres, et nous attendons avec impatience les prochaines. Qu'est-ce que cela va être si, Justement, je voulais conclure en disant que vu que mes collègues ne sont pas toujours inspirés pour me proposer des thèmes, je propose dans les commentaires de me dire ce que vous préférez pour la prochaine fois. Cinéma, les séries, les personnages, jeux vidéo, ou d'autres suggestions, et je verrai en fonction de mes capacités, parce que c'est pas toujours évident de rien de connaître à tout ça. C'est une Martin, excellente idée. T'as pas suivi ce qu'il a dit, Alex, tout à l'heure? C'est quoi 1% de 50? C'est pas beaucoup de gens qui commentent, hein. Voilà. Par pitié, commente, s'il te plaît. C'est l'heure du Animator. Et oui, c'est l'heure de moi, Naïmator. Et je vais faire le jeu où est-ce qu'on devine des chansons que je traduis sur Google Trad. Des chansons anglaises, bien sûr. Alors, que veux-tu dire? Oh, oh. Quand tu hoches ta tête, oui. Mais tu veux dire non. Que veux-tu dire? Hey. Quand tu ne veux pas que je bouge, mais tu me dis d'y aller. Que veux-tu dire? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez dit que vous manquiez de temps. Que voulez-vous dire? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est pas Mieux what you vaut- say, non? Pas loin. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Mieux vaut se décider. Que veux-tu dire? Tu es si indécis. Ce que je dis, attrape le rythme, compose ton cœur. Je ne sais pas si tu es content ou si tu te plains. Je ne veux pas que nous finissions par où commencer. En vrai, le refrain, c'est tout ce qu'il dit avec qu'est-ce que tu veux dire.
Déjà, je me vois dis, que tu as fait des mises à jour. Tu as élargi ta palette d'émotions, Naïm. Exactement, j'ai une mise à jour un petit peu qui est arrivée, le 2.0. What do you quelque chose. What do you mean? Exactement. Si, c'est ça. C'est de qui? C'est pas Justin Bieber? Si, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ah, mais ça, je connais pas du tout. C'est pas ma génération, Naïm. Et encore moins celle de Martin. Il faut élargir ses horizons. Écoutez, Ah, mais tu as raison. Une autre. Allez, vas-y. Let's go. Je l'ai fait à travers le désert. D'une manière ou d'une autre, je l'ai traversé. Je ne savais pas à quel point j'étais perdu. Jusqu'à que je te trouve. J'ai été battu. Incomplet. J'avais été j'étais triste et bleu. Mais tu m'as fait ressentir. Ouais, tu m'as fait ressentir brillant et nouveau. Oh, comme une vierge. Touchée pour la toute première fois. Like a Virgin de Madonna. Virgin, touch for the very first time. Vous en faites une dernière ou pas? Allez, vas-y, avec plaisir, Naïm. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je veux juste m'allonger dans mon lit. Je n'ai pas envie de décrocher mon téléphone. Ah, je crois que Oasis. Non. Mince, c'est Bruno Mars, non? Ouais, c'est ça. Oh merde, bravo. Oh! I just want to lay you. Vous allez trouver, Alex. Ah, mais- Bah oui, il y a des singes dans le clip en plus. Mais je connais pas du tout ce Non. morceau. Il y a des singes dans le clip. Je vais de ce pas. Ah Je fais une pause dans l'émission. Je fais un cut et on se retrouve tout à l'heure. Allume la télé, jette ma main dans mon pantalon. C'est pas mal, ça donne envie. Ah, quoi? C'est Bruno Mars, ça? Ouais, ouais. Mais oui, genre, à un moment, il dit, genre, j'ai envie de rien faire. Genre, de rester la main dans le pantalon en train de rien faire. Je l'aime beaucoup ce morceau, il est très sympa. Ouais, c'est vrai, Ouais, moi, c'est j'aime mignon tout plein. Vous voulez en faire une dernière? Une petite dernière? Alors, attendez, hein. Je me prépare, j'installe le... Il se Ah, robotise encore. C'est drôle comment je me trouve amoureux de toi. Si je pouvais acheter mon raisonnement, je paierais pour perdre. Une moitié ne le fera pas. Et je me suis demandé, combien est-ce que vous engagez-vous? Oh, c'est ma vie, n'oublie pas. C'est ma vie, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Bon Jovi? Exact, ouais. Ah, It's My Life de Bon Ouais, c'est Jovi. It's My Life. Ouais. Ça, No Doubt, C'est pas Bon Jovi alors, si c'est la reprise de. c'est la reprise d'It's My Life. Oui, Ah! c'est Bon Jovi et No Doubt a ensuite repris le morceau de Bon Jovi. Ah, Justine nous dit que non, on va demander la vérification. C'est qui vérifie? J'ai pas C'est vu. Justine là. Alors, petite précision, non, ce n'est pas Bon Jovi, c'est Talk Talk qui est It's My Life. Mais il y a une chanson de Bon Jovi qui s'appelle It's My Life aussi. Ah, Mais la reprise de No Doubt, c'est la reprise du groupe Talk Talk. oui, tu as raison, c'est vrai. Et alors là, on parle de laquelle, Naïm? Moi, j'avais mis No Doubt. Bon, désolé, j'aurais dû faire mes leçons un peu plus sérieusement. Oh, t'en fais pas, Naïm. Non mais c'est très bien. Nous on a passé un très agréable moment à t'accompagner. Pour la dernière émission que tu vas faire avec nous, c'est Tout le monde a un point. Tu as gagné nos cœurs. Tout le monde a gagné. Oui, trop bien. C'est l'heure désormais de passer au 2,21 gigawatts. C'est la rubrique présentée par Justine. Alors, si je vous dis Kini, récréation ou bien rondelle en carton, vous me dites les POG. oui, les POG. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'un des jeux préférés dans les cours de récréation des années 90, les POG. Initialement, POG est une marque déposée figurant sur des boissons hawaïennes intitulées Passion Fruit Orange Guava, soit fruit de la passion orange goyave. Mais alors, comment est-on venu au jeu que nous connaissons? Eh bien, chaque bouchon de ces bouteilles comportait une rondelle cartonnée et ces dernières étaient utilisées par les jeunes hawaïens dans les années 30 pour jouer au jeu que nous connaissons aujourd'hui. Petit saut dans le temps afin de nous retrouver en 1991, mais toujours à Hawaï. Une institutrice nommée Blossom Galbiso a eu l'idée de montrer à ses élèves le jeu qu'elle avait tant aimé lorsqu'elle était petite. Et là, ce fut une révélation pour ses élèves. Comme toujours dans ces moments-là, le bouche à oreille fonctionne à merveille et très vite, le World POG Federation est créé aux États-Unis et le mot POG est déposé. C'est alors la déferlante dans les cours du monde entier. Commercialisé à très grande échelle, ce jeu devint rapidement populaire dans de nombreux pays. Le principe du jeu est simple et efficace. Les POG se jouent à 2 personnes et consistent à empiler plusieurs POG à tour de rôle afin de former une pile unique plus ou moins haute. On détermine le premier joueur à pile ou face en lançant un POG. Puis l'un des joueurs jette un kini, aussi appelé dégommeur, sorte de rondelle en plastique ou en métal, sur la pile afin de retourner le maximum de POG sous l'impact du lancer. Chaque POG ainsi retourné est remporté par le joueur ayant lancé le kini.
Le jeu comporte quelques variantes officielles, mais inutile de préciser qu'il existait autant de règles officieuses qu'il y avait d'écoliers dans les cours de récréation. En France, les enfants pouvaient exhorter leurs parents à acheter des POG dans les bureaux de tabac ou les grandes surfaces sous la forme de pochettes plastiques comprenant 5 ou 6 POG ainsi qu'un kiné pour 8 francs à l'époque, soit 1,24 € actuellement. Sur chaque paquet figurait la mascotte Pogman que l'on pouvait déjà trouver sur les boissons fruitées 50 ans auparavant. Mais les années 90, c'est aussi de nombreuses licences cultes. C'est donc tout naturellement que des partenariats furent créés, donnant naissance à des séries spéciales telles que Dragon Ball, Le Roi Lion, Batman ou encore des footballeurs célèbres. Pour aller plus loin, des partenariats avec des marques de chips, de gâteaux ou même avec Boursin proposaient des POG comme cadeaux publicitaires. Ouais, on ne s'embarrassait pas trop avec tout ça à l'époque. Mais le monde est ce qu'il est, et très vite, de nombreuses écoles ont dû hausser le ton contre le jeu. En effet, les POG pouvaient être plus ou moins rares. Certains élèves préféraient dès lors les acheter directement plutôt que s'évertuer à les gagner. Le jeu était donc assimilé à un pari. Ajoutons à cela les bagarres pouvant avoir lieu à la suite de différends, et on obtint le bannissement pur et simple des POG dans certains établissements scolaires. Et puis, le temps fit son œuvre, et comme de nombreux phénomènes dans les cours de récréation, le jeu va peu à peu décliner au profit de petites créatures en provenance du Japon dont nous avions déjà parlé quelques semaines auparavant. Mais si la nostalgie vous guette, sachez que certaines pochettes de POG de l'époque sont encore très recherchées sur internet et peuvent coûter jusqu'à 200 €. Mais vous pouvez aussi vous rendre dans certains magasins pour moins cher, car oui, les POG font leur grand retour 25 ans après. La World POG Federation ainsi que la société française Asmodée relancent le jeu dans l'espoir de faire découvrir ces petits disques cartonnés auprès des nouvelles générations ou bien à leurs parents, toujours nostalgiques des années 90 à l'ère du tout numérique. Ainsi, 2 séries sont d'ores et déjà disponibles dans le commerce et 2 autres extensions sont prévues pour juin et août de cette année. Et contrairement à nous tous et tous au fil des années, Pogman, lui, a toujours ses superbes et denses chevelures brunettes. Et donc, j'ai quelques petites questions à ce sujet. À votre avis, combien de POG différents existent-ils ? Je pense qu'il y en a un paquet quand même. Hein. Il y en a 7. Mais je suppose que tu parles des POG officiels parce que. Oui, je parle des POG officiels. Hein. 1000 ? Plus. Ouais. 5000. Plus. Il y en a exactement 4500. Il y a même un site Génération POG qui répertorie tous les POG officiels de la collection. Et enfin, il y en a pour tous les goûts. Comme je disais, il y a pour Boursin, pour les chips Lays, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il y a les Pokémon. Il y a eu les POG Pokémon. Je me souviens pas de ça. Il y a eu une collection avec les Pokémon, ouais. Et j'ai une dernière petite question au sujet des POG. À votre avis, uniquement en France, combien d'unités de pochettes POG ont été vendues durant cette déferlante de POG ? 2092. Non, 7. En vrai, je pense 2 200 000. Beaucoup plus. À ce point, 30 millions ? 2093 300 millions de pochettes vendues. Mais quand j'ai pu passer à côté, ça me paraît dingue, j'en ai pas vu une seule. T'allais peut-être pas acheter tes clopes. Non, c'est vrai, pas encore. Ouais, il n'y a pas une personne qui a tout acheté parce que ça me paraît bizarre. Moi, j'en ai jamais vu aussi. Ah, toi non plus ? Non, moi, on m'a acheté jamais rien. Oh, mais... Attendez, je sors mon Stradivarius pour faire un petit tu peux pleurer dedans, achète de l'arbre. Je me souviens pas qu'on m'en ait acheté ou alors de très rares occasions, mais je sais que j'avais une petite collection que je gardais pour moi parce que j'aimais beaucoup le style. Sinon après, j'en avais quelques autres, mais comme ça au hasard, je sais pas d'où je les sortais. Moi, je m'en suis assez vite classé, honnêtement, mais pour les... Comme tous les jeux de récréation. Hein. Il y avait les billes, les POG, les cartes Pokémon, les yo-yo. Et je crois que c'est tout. Hein. Les Diabolos. Les JoJo's. Ouais, les JoJo's, ouais. C'est quoi ça, J'en avais pas. C'est comme la règle des osselets, c'est ça hein. Ouais, il y avait ça entre autres. Ah mais je connais pas du tout ces trucs. Mais c'est rigolo parce que finalement même quand t'es gamin, tu vois que t'as toujours un principe de monnaie d'échange avec des valeurs. T'avais toujours ce besoin voilà de marchander, d'échanger. Et finalement tôt ou tard ça devient toujours interdit parce que ça part toujours en cacahuète. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois ils font des jeux où il y a des règles précises, mais elles sont jamais respectées en primaire. Et ouais, c'est vrai. C'est comme Yu-Gi-Oh! Tu regardes Yu-Gi-Oh! On dit hey, j'attaque à 2000 points, mais tu regardais pas du tout les effets, tu t'en fichais, mais royalement quoi. Personne lisait les règles. À chaque fois, t'avais un pote ou une pote qui t'expliquait qu'il y avait toujours des règles différentes. Chacun avait sa version des règles. Le jeu de cartes, comment est-ce qu'on y jouait, genre à Dragon Ball et tout ça dans mon école primaire, c'était n'importe quoi. Parce qu'il y a des points et tout, genre il y a des points de vie et tout ça. Ouais. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, on les mettait sur un mur. Ah, nous aussi on faisait ça. La carte qui tombait ou oui. comme ça, ou qui recouvrait l'autre, gagnait la carte.
Mais ça, c'est pas les vraies règles. Je veux dire, pourquoi il y a 200 PV, pourquoi il y a 400 en attaque et tout. Oui, parce que je crois que plus la carte avait des points de vie et plus elle tombait de façon différente sur le sol. Ah, c'est pour ça. Et t'es fait en Britannium, c'est ça? Mais je voyais tout le monde le faire et je me disais, bon, bah, je suppose que ça va se jouer comme ça finalement. Tout le monde s'en foutait des points de vie, des points d'attaque. Les cartes Pokémon, t'avais une carte avec une potion, tu disais, mais elle sert à rien en fait, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, les gens avec des decks avec que des cartes Pokémon, on s'en foutait des cartes. Les cartes énergie, moi je m'en foutais complètement alors que c'est l'essence, quoi. C'est le principe même du jeu, c'est d'avoir des cartes énergie pour pouvoir faire les attaques. L'essence du jeu, dans un jeu de cartes, à l'époque, c'était juste d'avoir des murs à côté. Genre, si t'étais en forêt, t'étais un peu en galère, si tu voulais. C'est vrai. Fallait vraiment avoir des murs. Mais c'était un peu le cas pour tous les jeux. En fait, même les jeux de société, je me souviens avec ma cousine, on n'avait jamais les mêmes règles pour jouer au Monopoly. D'ailleurs, j'avais toujours l'impression qu'elle trichait parce que bizarrement, les règles évoluaient en fonction de quand elle gagnait ou pas. Et pareil, est-ce qu'elle prenait le Monopoly, elle le mettait sur un mur? Et si ça tombait sur la alors qu'il fallait mettre des hôtels sur rue de Jadiel ou... J'ai ramené ma Play 2. Il la met sur un mur. Okay. Ouais, bidon ton jeu. Ouais, c'est la merde, ça marche pas du tout ces trucs. Je préfère encore jouer aux cartes, ça coûte moins cher à faire tomber. Le plus dur, c'était à l'inverse de faire du 1, 2, 3 soleil directement contre le sol. Alors là, mais ça c'était quand on est gamin. Moi j'ai changé des feuilles d'idole, tout allait bien. Alors ça, les diddles, j'ai jamais compris le principe. Je comprends toujours pas d'ailleurs. Ah, c'est pour nous apprendre oui, les feuilles d'idole. Le commerce inéquitable. Alors, qu'est-ce que les feuilles d'idole? Ah, les feuilles d'idole, je sais pas d'où c'est apparu. Je crois que moi, mes parents nous ont acheté des feuilles d'idole pour aller en cours. On en avait plein, c'était pas cher. Mais non, des feuilles d'idole avec la souris, putain. Non, c'était Gerbille même. Moi, je crois qu'on m'a offert des feuilles CBS ou CBO, je sais plus. Silvercrest. C'est la marque de... Il fallait les rouler d'abord. C'est plutôt des feuilles à rouler. Oui, ça c'était au collège par contre, Martin, un peu plus tard. Bon, alors vas-y, Justine, les feuilles d'idole. C'est une étrange mode qui est apparue où en fait il y a donc d'idole, donc c'était la fameuse gerbille que tu trouvais de partout sur les trousses des petites écolières souvent. Et je me souviens donc à une époque ils avaient sorti plein de designs différents de blocs pour écrire. Et je sais pas pourquoi on s'est échangé ces feuilles. Parce que, t'as vu, c'est Diddle sur un cheval. Oh, là, c'est Diddle avec des trèfles. Et genre, Diddline, sa copine. Oui, aussi, Didlina. C'était Didlina. Ah, Didlina, oui. J'avais supplié ma mère d'en acheter un. Tout le monde voulait mes feuilles, quoi. Après, c'est, en plus, ça sent la goyave. Oh, mon Dieu! Oui, parce que t'avais les feuilles qui sentaient. Alors ça coûtait cher en échange. Bon, eh bien, je vous propose, les amis, de laisser la nostalgie de côté, car il est temps de passer à la rubrique Pépite. Qui veut commencer? Allez, t'as pas trop parlé pour l'instant. Ah, c'est vrai. Pour ma pépite, je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Derrière ce titre déjà auréolé d'un certain lyrisme se cache une réalisation du français Michel Gondry, également connu pour L'écume des jours, La science des rêves et The Green Hornet, et qui s'était fait connaître en réalisant des clips pour Daft Punk, Björk, Beck ou encore les White Stripes. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est son second film réalisé en 2004. Ce long métrage comporte un casting solide avec dans les rôles principaux Jim Carrey et Kate Winslet, et on note également la présence de Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood ou encore Tom Wilkinson. Le scénario est signé Charlie Kaufman, Michel Gondry et Pierre Bismuth d'après 2 livres de Boris Vian, L'herbe rouge et L'arrache-cœur. La directrice de photographie est Hélène Curas et la BO est signée John Bryan. Résumer ce film sans trop en dire est un véritable défi dont je n'oserais me risquer. Ainsi, je vais être le plus concis possible pour ne rien vous dévoiler de la richesse de cette œuvre. Joël Barige et Clémentine Krusinski, 2 êtres au caractère radicalement opposés, connaissent une histoire d'amour intense et mouvementée depuis plusieurs mois. Pourtant, un jour de Saint-Valentin, Joël se rend sur le lieu de travail de sa bien-aimée pour lui offrir un cadeau, mais son monde s'effondre soudainement. Clémentine ne le reconnaît plus. Pire encore, elle a un autre homme dans sa vie. Joël est alors anéanti et va chercher à comprendre ce qui a bien pu se passer. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est l'un de mes films préférés. C'est une œuvre qui s'est bouleversée pour peu qu'on la voit à des moments opportuns de sa vie. Notons en premier lieu son casting à contre-emploi qui fonctionne à merveille. On retrouve Jim Carrey dans un rôle dramatique 6 ans après The Truman Show, ainsi que Kate Winslet en tant que rêveuse extravertie. Michel Gondry désirait installer une entropie tout au long de la production, rendant celle-ci difficile sur bien des aspects. En amont de la réalisation, très peu de répétitions avaient été effectuées et lors du tournage, les marqueurs au sol n'étaient pas toujours présents, désorientant l'équipe technique ainsi que les acteurs.
De plus, Jim Carrey avait l'interdiction totale d'improviser, à l'inverse des autres acteurs qui y étaient, eux, vivement encouragés. Cela était à la fois une frustration et un défi pour l'acteur, davantage habitué aux fulgurances et aux comédies. Autre exemple, Michel Gondry avait repris l'idée de Jean-Luc Godard, à savoir utiliser des fauteuils roulants dans le but d'obtenir une image saccadée et des angles de vue singuliers. La post-production avait été délibérément réduite au strict minimum, rendant certaines scènes extraordinairement difficiles à tourner. Tous ces éléments ainsi réunis octroient à ce film une double existence atypique. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est à la fois une réalité ténue et un rêve tangible. C'est un sentiment que l'on ressent tout au long du visionnage, sans vraiment se l'expliquer. D'abord dérouté car peu habitué à un tel rendu, notre esprit finit progressivement et inexorablement par s'harmoniser avec cette arythmie que le film nous impose, créant par là même une empathie profonde pour les deux protagonistes et la fatalité qu'ils sont en train de traverser. J'aime ce film pour sa poésie, si douce et à la fois si cruelle, pour son esthétique, à la beauté particulière, au plan d'une austérité confondante qui font mouche de la première à la dernière minute. Et comme souvent, cette austérité cache en réalité une impressionnante maîtrise technique, engendrant par là même de réelles difficultés durant le tournage pour l'ensemble de l'équipe, pouvant travailler jusqu'à 17 heures par jour. Enfin, comment conclure cette chronique sans évoquer cette bande originale que j'écoutais déjà en boucle avant même de visionner ce film. Étonnamment courte, la bande originale, composée par l'extraordinaire John Bryan, vient surligner de sa belle mélancolie les souvenirs des deux amoureux. Elle suit un chemin identique à celui emprunté par le réalisateur, à savoir une retenue non dissimulée ainsi qu'un recours à des effets à peine perceptibles, se mêlant à la beauté du piano proche de l'œuvre d'Eric Satie. Vous l'aurez compris, résumer Eternal Sunshine of the Spotless Mind à un simple film triste ou dépressif est un non-sens terrible. Me concernant, je le considère comme une pierre angulaire du début de la décennie. Car là où de nombreux films se gargarisaient d'effets visuels à l'aspect plus ou moins douteux, Michel Gondry empruntait un contre-courant, adoptant un cinéma plus intimiste et minimaliste, tout en s'adressant de façon si pertinente au cœur de chacune et chacun d'entre nous. Bravo. Ça m'émeut. Vous l'avez vu ou pas du tout? Pas du tout. Bah, c'est moi qui te l'ai conseillé, hein, forcément. Oui, On l'a c'est vu vrai. avec toi. Encore? Ben mince, c'est Ouais, on était tous dans la même séance. Je l'ai vu 2 fois, 2 fois cette année en plus, je crois. Ou une fois cette année, l'an dernier. Ouais. Ouais, je l'ai vu, il est très bien. J'aime beaucoup Kate Winslet, j'aime beaucoup Jim Carrey, et Mark Ruffalo. J'aime bien tout le monde, en fait. Tous les acteurs qu'il y a dans ce film, ils sont très bons. Ouais. Il y a une bonne alchimie dans ce film et c'est assez cool. D'ailleurs, Naïm, de quoi souhaites-tu nous parler à présent? Alors, moi, je vais vous parler Vas-y. Cible. C'est un comics à la base qui est écrit par Robert Kirkman. C'est l'auteur de Walking Dead aussi, des comics. Là, moi, je vais parler de l'adaptation en série télévisée qui est diffusée sur Prime Video depuis une semaine. Mais il y a déjà 4 épisodes. Et du coup, je vous le conseille vivement, vu que c'est quand même un bon cru au niveau des adaptations, je trouve. Le comics est paru chez Image Comics aux USA. C'est la maison d'édition qui fait Spawn. Et en France, elle est éditée par Delcourt. Le style graphique est quand même différent parce que dans l'animation, ils essaient de faire ça assez vite. Du coup, les couleurs, elles sont assez unies. Alors que quand vous lisez un comics, il y a beaucoup plus d'ombre et tout ça. C'est assez stylé. Et l'histoire se centre sur Mark Grayson, un lycéen normal, sauf le fait que son père est un super-héros, voire même le plus puissant de la planète. Il s'appelle Omni-Man, il vient d'une autre planète. C'est un peu comme Superman. En fait, c'est un peu parodique, vu qu'il y a aussi un groupe comme la Justice League, sauf qu'ici, ça s'appelle les Gardiens du Globe. Et on voit très bien qu'il y a les mêmes archétypes. Il y a genre une personne un peu à la Batman, une personne comme le Martien. Ensuite, Mark commence à développer des pouvoirs à partir de ses 17 ans. Et du coup, il va commencer un apprentissage avec son père, qui va commencer à lui apprendre comment voler. Mais en fait, ça va créer un changement un petit peu chez son père, qui commence à être vachement agressif, alors que jusque-là, il était assez cool et tout ça. Et du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'il agit de plus en plus violemment, son père, et ça cache un mystère. Et apparemment, avant qu'il ait ses pouvoirs, il ne parlait jamais de sa planète d'origine, mais là, il en parle beaucoup et tout. C'est comme si ça avait éveillé quelque chose en lui, et il en parle en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que son fils, qui est moitié humain et moitié Viltrumite, comme ils disent dans la série, on se demande si ça n'a pas provoqué quelque chose, genre est-ce qu'il n'y a pas une loi qui... Enfin, pour moi, ma théorie, ce serait qui empêche 2 Viltrumites de vivre sur la même planète. Parce qu'on apprend aussi que dans leur planète, un habitant qui va dans chaque... je vais encore dire le mot planète, je suis désolé, mais... Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Et du coup, qui protège un peu comme Superman. Enfin, je vous le conseille de la regarder en anglais, parce qu'il y a vraiment des doubleurs d'exception. Il y a Steven Yeun
l'acteur qui joue Glenn dans Walking Dead, qui prête sa voix pour le personnage principal. Il y a J.K. Simmons, qu'on a déjà vu dans Whiplash. Excellent, oui. Et lui joue le père. Il y a Sandra Oh, qu'on a déjà vu aussi dans Grey's Anatomy. Il y a Ezra Miller, l'acteur qui joue The Flash dans Justice League, qui prête sa voix aussi. Il y a Mark Hamill, il y a Mahershala Ali, il y a Seth Rogen. Il y a du beau monde. Et Seth Rogen aussi prépare l'adaptation au film, apparemment. Ça a été annoncé en 2017, mais on attend des nouvelles. Mais là, avec le Covid, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Voilà, je vous la conseille. En plus, vous pouvez la prendre en cours de route. Là, il y a un épisode par semaine. Eh ben, merci beaucoup, Naïm. Je ne connaissais absolument pas cette licence. J'avais vu la bande-annonce par Amazon, mais ça donnait bien envie en tout cas. Ouais, je vous conseille vraiment de regarder l'épisode en entier parce qu'il y a vraiment un cliffhanger à la fin qui est magnifique. Ça dure 45 minutes chaque épisode, je pense. Ah d'accord, ok, mais c'est quand même bien long. Ouais, c'est assez long. Ouais, j'avais lu un petit peu le comics. Je m'y étais intéressé parce qu'à un moment, le personnage d'Invincible, en fait, avait fait un crossover chez Marvel au cours d'un épisode un peu alternatif à l'ensemble de l'histoire Marvel. Et le personnage était justement assez sympa. Donc, j'avais lu un petit peu des comics comme ça au détour d'un magasin. Et j'aime beaucoup, en fait. Ça fait un mélange un peu entre justement des comics Marvel et au niveau violence, parce que justement, là où Marvel reste quand même assez sobre niveau violence, quoi. Niveau litre d'hémoglobine qui gicle et tout, ça peut rappeler par moments un peu plutôt The Boys, par exemple. Ça peut partir dans le trashouille rapidement. Voilà. Oui, il y a même le côté parodie de la Justice League dans The Boys, et là c'est à peu près similaire. Ça me tente beaucoup. Ouais, carrément. Hein. Merci en tout cas, Naïm. Merci, Naïm. Et Martin, nous t'écoutons pour ta pépite. En ce moment, qu'il est bon de pouvoir se détendre, de se relaxer, être au KLM, chill, superposé, quoi. Eh bien, j'ai découvert en regardant une vidéo de présentation du youtubeur Koinski, ce petit jeu qui, à toute heure du jour et de la nuit, est capable de m'apporter ce calme et cette sérénité que réclame mon esprit, tout en faisant néanmoins fonctionner un tantinet mes neurones, Dorf Romantique. C'est un jeu actuellement développé par Tucana Interactive, un petit studio fondé par 4 étudiants en conception de jeux à Berlin, où ils finissent un master de Game System Design, tout en travaillant sur ce jeu une bien belle prouesse. Dorf Romantique se traduit dans la langue d'Alexandre Astier par village à l'atmosphère romantique. Oui, je savais que ça allait être bien. Comme décrit sur sa revue de presse, c'est un jeu de construction pacifique dans lequel nous plaçons des tuiles hexagonales pour créer un paysage de village toujours plus grand. Nous explorons une variété de biomes colorés, nous débloquons de nouvelles tuiles et accomplissons des quêtes pour donner vie à notre monde. Et effectivement, c'est le but simplissime de ce jeu. Une pioche de tuiles nous est donnée en début de partie, nous les plaçons autour de la première tuile. Chaque tuile est couverte de morceaux de paysage aux couleurs pastel, comme faites à la main. On y trouve, mélangés sur une même tuile, aléatoirement des maisons de petits villages, des forêts, des rivières, des lacs, des voies ferrées et bien d'autres à débloquer au cours des divers défis que l'on doit réaliser. Par exemple, on nous demande d'installer un village de 50 habitations et pour cela, ces tuiles avec ces bâtiments devront être tournées dans le bon sens pour que les maisons se suivent sans discontinuité. Mais c'est à nous qu'il appartient de développer ces paysages en suivant des stratégies, par exemple en faisant en sorte que le village parte dans une direction, la forêt dans une autre, une rivière à l'opposé, et ainsi de suite. Ou bien nous pouvons mélanger les biomes tout en laissant la possibilité de les continuer sans se bloquer. Il n'y a pas de chrono à proprement parler, prendre une décision. Néanmoins, il conviendra de remplir les défis le plus souvent possible car ceci nous redonne quelques tuiles supplémentaires. Et si on pose la dernière tuile de la pioche, la partie s'arrête. Mais la rejouabilité est totale, car les paysages proposés dans la pioche changent d'une partie sur l'autre, et ce que nous avons débloqué dans les parties précédentes persiste. Ainsi, on y revient avec plaisir pendant nos pauses journalières. La musique, quant à elle, très douce, rappelle une ambiance printanière, voire estivale, qui semble baigner ce paysage et ajoute de la détente dans ce panorama que nous bâtissons. À plusieurs reprises, je me suis même surpris à me demander ce que cela donnerait de pouvoir réellement visiter ce genre de petits villages, même si, je m'en doute, ils n'ont pas la fibre. De se perdre dans ces grandes forêts, de flâner dans les champs et de profiter d'une balade en bateau sur ces jolies rivières.
C'est presque une bouffée d'oxygène, boîte d'aventure pour ceux et celles qui laisseraient leur imagination vagabonder. D'autant plus qu'un mode créatif devait voir le jour d'ici la sortie. Et puisqu'on en parle de cette sortie, en Early Access depuis la fin mars, il devrait s'offrir une sortie officielle dans le courant de la deuxième moitié de 2021. Déjà complètement jouable à l'état sur Steam et sur GOG pour 9€, vous pouvez cependant essayer la démo gratuite pour vous faire une idée par vous-même. Ainsi, je vous conseille vivement Dorf Romantique, ce petit jeu du cœur qui vous offrira un instant pour souffler dans votre quotidien. Merci Martin. Merci. Et je tiens à préciser aussi que j'aime beaucoup Quensky. C'est une chaîne YouTube, je pense que tu seras d'accord avec moi Martin, que je recommande vivement. Exactement. Comment tu l'écris ? Koinsky. Il fait beaucoup de jeux de gestion, souvent des jeux indépendants d'ailleurs aussi. Oui, c'est vrai. Et je l'ai découvert sur Rimworld, Oxygen Unclude ou Civilisation par exemple. Ouais, j'avais découvert, moi, c'était sur Kingdom Come Deliverance à l'époque. Et très posé, très cool. Non, c'est une chaîne YouTube que je recommande. Je regarde peu de chaînes gaming, mais celle-ci est vraiment de qualité. Naïm, je sais pas trop si c'est trop ton style de jeu, Naïm. Après, si, en vrai, j'aime bien les jeux de construction. Après, c'est plus style Civilisation, Age of Empires, tout ça. Mais là, je sais pas trop à quoi m'attendre, comme c'est OKLM, chill. En tout cas, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être... Il y a une démo gratuite, donc au pire, voilà. Moi, je trouve qu'on peut faire une bonne adaptation aussi en jeu de plateau de ce genre de jeu. Non, mais totalement. Je pense d'ailleurs qu'ils se sont fortement inspirés de jeux de plateau, que ce soit dans l'habillage graphique, la jouabilité, des systèmes de pioches, de piles, de tuiles. Il y a beaucoup de jeux de société qui s'inspirent de jeux vidéo et de jeux vidéo qui s'inspirent de jeux de société. La frontière est de plus en plus fine. Eh bien, il est temps de passer à la dernière pépite de cette émission avec Justine. Pour ne pas changer, je vais vous parler cette semaine de cinéma et de l'incroyable film nommé La vie rêvée de Walter Mitty. Ce film est sorti en 2014 et il est réalisé par Ben Stiller qui y joue également le rôle titre. Bon. Ce film est l'un de mes préférés et malheureusement je trouve qu'il est injustement méconnu, voire sous-coté. Ainsi, si cette pépite aura permis à quelques personnes de découvrir ou de redécouvrir ce film, j'en serais la plus heureuse. La vie rêvée de Walter Mitty est la seconde adaptation de la nouvelle du même nom écrite par l'écrivain américain James Thurber, paru en 1939. La première adaptation date quant à elle de 1947 et il est difficile de trouver des informations à son sujet. Le synopsis est le suivant. Walter Mitty est employé au service photographie spécialisé dans les négatifs du célèbre magazine américain Life. Grand timide, il s'imagine souvent être le héros d'aventures afin de s'évader de sa réalité stressante. Le jour de son anniversaire, il reçoit de son service la pellicule de Sean O'Connell, un photographe renommé avec qui Walter a l'habitude de travailler. Cette pellicule est accompagnée d'un cadeau, un portefeuille. Le photographe demande à ce que la photo numéro 25 fasse la couverture du magazine à venir, d'autant plus qu'il s'agit du dernier numéro papier avant le passage au tout numérique. Cependant, le négatif 25 est absent. C'est la panique. Walter décide de retrouver le mystérieux photographe à travers un long et périlleux voyage initiatique. Partant d'un synopsis tout assez classique, mais relevant de nombreuses surprises, Ben Stiller réalise ici son plus beau film. Mélancolie, poésie et humour sont au rendez-vous et se mêlent afin de vous plonger tout au long du visionnage dans un petit cocon douillet, bercé par son atmosphère doux et entraînant. En nous présentant un monsieur tout le monde doux et rêveur, Ben Stiller nous permet de vivre l'aventure tout en se mettant à la place du personnage principal. Très vite, un lien d'empathie se crée et il est facile de s'identifier à Walter. Son jeu n'est jamais dans l'excès, tout en nuances, mais cela vaut également pour la réalisation. Je dois même avouer avoir été agréablement surprise par certains plans tout simplement magnifiques. Il faut dire que la grande variété des paysages permet une large palette de couleurs, d'atmosphères et d'ambiance. Mais je n'en dirai ici pas plus afin de ne rien vous divulgacher. Mais vous vous en doutez, Ben Stiller n'est pas le seul protagoniste et a su s'entourer pour cette folle aventure de comédiens de talent tels que Kristen Wiig, qu'on a vu dans diverses comédies, formidable partenaire à l'écran. Enfin, je tiens à souligner la pertinence des choix musicaux au fil de la réalisation, dont certaines scènes me filent toujours des frissons. Le film terminé, des sentiments singuliers se mêlent alors. Un bien-être, une envie irrépressible de voyager, de profiter de chaque instant, de chaque moment de sa vie. Signe que Ben Stiller livre ici un film très personnel, plus intime et plus émouvant qu'à l'accoutumée. Au final, rien de mieux qu'un feel-good movie comme celui-ci en ces temps de crise sanitaire. Si l'on fait l'effort d'accepter ce film et cette candeur souvent décriée, il vous octroiera en retour du baume au cœur, donnant alors le sentiment que tout est possible. Eh bien, merci Justine. Très chill. Très superposé là aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous l'avez vu ce film ? Je ne l'ai pas vu non plus, mais j'en ai entendu beaucoup parler lors de sa sortie, mais j'ai pas pu aller le voir.
Je vous le conseille, allez le voir s'il vous plaît. Il Bravo. est sympa, mais attention. Ça va clasher. Non, c'est un Que vas-tu dire? Non, c'est un très beau film, mais peut-être que tu me l'avais un peu trop vendu aussi. Non, je trouve sympa. Après, il est plein de bons sentiments. Alors c'est top, hein, c'est super, mais moi je suis plus Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc là, c'est vraiment du feel good movie pur et dur. Alors c'est vrai que ça fait du bien, c'est chouette, c'est vrai, hein, je te l'accorde totalement. Je préfère quand c'est peut-être un peu plus nuancé, un peu plus sombre par moment. Alors que là, c'est vraiment du côté Ah, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi ce genre de film, ça fait du bien aussi, ça met vraiment du baume au cœur pour le coup. Enfin, tu te poses et t'es tout content quand t'as fini de regarder le film, t'es bien, voilà. c'est bien réalisé. J'étais vraiment étonnamment surpris par la réalisation. C'est très très bon. Hein. Ben Stiller, c'est pas un mauvais réalisateur, il a fait aussi Tonnerre sous les tropiques ou Zoolander qui sont excellents. J'ai pas vu Zoolander. Tonnerre sur le tropique était vraiment sympa, mais c'est vrai. Il va mourir de rire, c'est l'un de mes films comédies les plus drôles. Mais la réalisation m'avait pas Il y en a pas spécialement qui marqué. sont morts de rire. De quoi, Martin? Il y en a pas qui sont morts de rire d'ailleurs pendant le film. Ouais, pas après cette blague en tout cas. Merci. Désolé. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Martin? Tu veux qu'on joue avec toi? Tu veux qu'on te mette sur un mur et que tu tombes? On peut le faire. Ah, s'il vous plaît, merci. Ouais, on peut essayer de faire ça, oui. Nul doute que ça fonctionnera à merveille. Bon, mais restons quand même sur le film de Justine. Enfin, Oui, je voulais savoir, on peut le trouver quelque part de nos jours sur Netflix. Il est sur Disney+, je crois, si je ne dis pas de bêtises actuellement. Il me semble qu'on mettra ça dans la description, mais il me semble qu'il est présent sur Disney+. Ouais. Merci à tous les trois d'avoir été présents à mes côtés pour cette émission. Mettez un pouce bleu, ouais. mettez une cloche verte et abonnez-vous. La cloche. Terre bleue, s'il vous plaît. Bon, le message est passé et nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain podcast de Cookie. Merci à toutes et à tous. Je vous dis bonne soirée ou bonjour, suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, et à très bientôt. Salut, Merci à toi, Alex. Ciao.